Bonjour et bienvenue dans le podcast On met nos langues dans ton oreille. On va parler bouquins, on va parler lecture, langue et peut-être même langage. Moi c'est Eric. Moi c'est Isabelle. Et aujourd'hui Isabelle, on va parler de quoi ? On va parler de BD, de bande dessinée, parce que on avait pensé par rapport au festival d'Angoulême, coller un peu à l'actualité. Voilà. Mais bon, avant de parler de tout ça, moi j'ai quand même envie de savoir ce que tu as lu d'intéressant depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Alors j'ai terminé, on en avait parlé, mais j'ai enfin terminé le livre de ma mère d'Albert Cohen. Ouais. Je pense que j'ai bien fait de le terminer. De persévérer. Parce que j'étais pas très convaincue. Ouais. Alors effectivement, il y a beaucoup de pages que ma mère était belle et qu'elle était gentille et que c'était la seule femme qui m'aimerait vraiment. Et moi, je préférais les autres femmes quand elle était vivante. Donc tout ça, moi j'étais assez peu apitoyée sur son sort. J'étais plutôt bien fait. Et quand même, j'ai trouvé qu'il y avait quelques pages qui m'ont plu sur la culpabilité de vivre quand quelqu'un est mort. Donc il parle du péché du péché de vie en quelque sorte. Et ça m'a intéressée. Et par contre, il y a des passages complètement improbables, ce que j'ai mis sur ce que tu as partagé sur notre page, notre auditoire. Notre page Facebook. Il y a des moments où il se distrait en gros de la mort de sa mère, et donc il écrit des pages qui alors qui doivent peut-être avoir un sens. Je suppose qu'il y a des spécialistes qui seraient capables de voir ce que moi je n'ai pas vu, ou de l'inventer le cas échéant. Voilà, ou de l'inventer le cas échéant. Mais on a une page entière où il parle de vaches qui dansent dans la cave avec un air lascif, pensif, expressif. Voilà. Et un peu plus loin, il y a de toute façon, j'y comprends que dalle. Enfin, vraiment des contrastes absolus avec le reste du bouquin. Et voilà, donc je me suis dit, j'ai bien fait de le terminer. Je le relirai pas, je pense. Enfin, c'est clairement pas un livre vers lequel je retournerai si j'ai un ordre de priorité. Mais j'ai bien fait de le finir, ne serait-ce que pour avoir vu cette page formidable sur les vaches. Oui. J'ai aussi lu Chromatopsie de Quentin Zution. Donc c'est une bande dessinée. Voilà, donc c'est une bande dessinée, c'était même pas fait exprès, c'était pas tellement pour coller au thème, c'était que j'étais chez une amie et que j'ai farfouillé dans sa bibliothèque, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux lire ce soir où je suis chez elle, que j'aurai vraisemblablement fini demain. Je me suis dit, tiens, une bande dessinée. J'aime bien Quentin Zution dans son trait. J'ai chez moi un de ses dessins, par exemple. Chromatopsie, comme c'est une forme d'anthologie, c'est plein de petits épisodes en fait autour. À chaque fois, il met une couleur en lien avec un sentiment. En tout cas, il met une situation qui va. Comment expliquer Chromatopsie ? Donc, je reprends. Donc, Chromatopsie, c'est une série de petites histoires sur lesquelles il met en exergue une couleur particulière, un sentiment et une partie du corps, en gros. Donc il y a des histoires qui sont très belles, très touchantes. Je pense qu'il y a une démarche, il veut vraiment toucher une corde sensible. Moi, j'avoue que toutes les histoires ne me parlent pas. Oui. Mais il y en a vraiment quelques-unes qui sont assez saisissantes. Il y a par exemple toute une histoire de non-consentement. Il y a une femme qui se fait violer par son mari et elle se transforme en rose parce qu'elle est très belle, mais du coup il y a les épines qui sortent et elle le transperce. Et voilà, il y a des éléments visuels qui sont vraiment saisissants et rien que pour ça, même si vraiment au niveau de l'histoire j'ai pas toujours été convaincue, il y a certaines pages, certaines images, et c'est pour ça que là je pense que le pont avec la BD est intéressant. Vraiment, pour certaines vignettes, j'ai été très heureuse de lire ce livre. Oui. C'est bien, c'est cool. Et toi, tu as fait de belles découvertes ces 15 derniers jours ? Alors, oui et non. J'ai fait des découvertes dans le sens où j'ai lu des choses que je n'avais pas lues avant. Mais le résultat était mitigé. Donc j'ai lu en premier, le livre que tu m'as prêté, donc la Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie. Et donc pour moi il y a plusieurs degrés de déception, mais pas de déception en fait, mais en fait ce livre a été contre mes attentes. Il a été contre mes attentes déjà parce que je pensais que c'était un livre traduit
alors qu'en fait il a été écrit en français apparemment. Parce que la petite tailleuse chinoise est un personnage important, mais c'est pas le personnage central, le narrateur, etc. Et il y avait une troisième raison que j'ai oubliée. Mais déçu aussi parce que je suis resté un peu extérieur à tout ça. J'ai l'impression que ça passait un peu en coup de vent sur tout ce qui était raconté. Et c'était pas inintéressant. Mais ouais, je suis resté un peu en dehors du texte. D'accord, moi j'en ai vraiment des souvenirs assez flous de ce livre. Comme je te disais, je l'ai lu en secondes. J'ai vraiment des scènes qui me restent en tête, quelques scènes. Mais j'avoue que je sais que la petite tailleuse chinoise, c'est un enjeu amoureux pour un des personnages principaux, en fait. Oui, en fait, c'est une partie de ce qui m'a dérangé, c'est que c'est carrément, enfin, c'est encore un personnage féminin qui sert d'axe à tout le désir des personnages masculins et qui est vu vraiment. Bon, on peut dire voilà, c'est un roman fait de souvenirs, c'est un peu, je pense un peu autobiographique ou pas, je sais pas. Donc on peut se dire que c'est comme ça que ça a été vécu, mais moi j'en avais un peu marre de lire encore, voilà, c'est la fille qu'on a. Tout le monde a envie de se la taper, machin et tout. Enfin, je trouve que c'est un peu dommage pour le personnage de la tailleuse, quoi. Mais bon. D'accord. Donc tu as lu ça. Et puis... Donc j'ai lu ça. Et puis, comme toi, j'ai lu aussi un petit peu de BD. Moi, j'ai fait un peu exprès pour me rafraîchir la mémoire de la bande dessinée. Ça faisait longtemps que j'en avais plus lu. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de lire L'Arabe du futur de Riyad Satouf. Ah, on m'en a beaucoup parlé et je ne l'ai pas encore lu, effectivement. Eh ben, je te le conseille chaudement. Comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Mais vraiment, en fait, j'ai pris le premier tome et en fait, le lendemain, je suis allé m'acheter le deuxième tome, quoi, parce que il y en a 4, donc après, au bout d'un moment, j'ai fait quand même une pause. Mais je sais pas, ça te met dans une ambiance. Et puis, je trouve qu'il y a un regard très drôle et en même temps très ça donne une vision très complexe de la vie sous des régimes on va dire dictatoriaux et vu que c'est vu à travers les yeux d'un enfant de 4-5 ans c'est assez particulier, c'est souvent très drôle et en même temps tu dis putain l'horreur quoi. Voilà, mais Riyad Satouf c'est très drôle. Voilà, justement, il y a une ironie par rapport à certaines situations, et même simplement visuellement. Bon, là, on empiète déjà sur la suite, mais j'ai trouvé ça très, très, très drôle. Je pense qu'il va falloir que j'aille de ce côté-là, de toute façon. Yep. Donc les bandes dessinées, on aborde ça peut-être par le biais comparatif, en se disant... c'est des livres, mais en même temps, c'est pas la littérature au sens textuel, uniquement langagier. Ah oui, parce que moi j'ai l'impression justement que ces derniers temps, c'est vraiment. Ces derniers temps. Depuis 15 ans, j'ai vraiment l'impression d'avoir un regard qui change totalement sur la BD. Ouais. C'est peut-être aussi, moi, un manque de culture, hein, mais il y a 15 ans, j'avais l'impression que les bandes dessinées, c'était vraiment ce côté ultra franco-belge, vraiment Spirou, Tintin, et que c'était un peu une lecture valorisée. Par exemple, pour les grandes BD, Tintin. Mais dès qu'on entrait en littérature et dès qu'on parlait bouquins avec des amis ou tout ça, c'était plutôt la bande dessinée, c'est pour les gens qui aiment pas trop lire. Il y a des images, enfin voilà. Ouais. Alors que ces derniers temps, moi j'ai l'impression que c'est vraiment un genre littéraire qui revient beaucoup au goût du jour. Ouais. J'ai l'impression aussi que ça devient de plus en plus un objet. Enfin, tu vois, j'avais entendu parler justement que les ventes de BD étaient remontées beaucoup ces derniers temps. D'accord. Et c'est vrai que moi, quand j'ai envie de m'acheter un beau livre, je vais peut-être facilement me tourner vers la bande dessinée. Ouais. Et que ce regard... mais voilà, c'est peut-être toujours l'effet de bulle, l'effet de... oui, mais ça, on peut pas faire autrement. Mais moi, j'ai l'impression vraiment que la bande dessinée, elle a un statut de plus en plus fort dans le paysage littéraire. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un gain on va dire, de statut littéraire, et je pense que c'est intéressant de le questionner. Parce que moi, tout de suite, en t'écoutant dire ça, je me suis dit, mais il faut pas.
il faut que la BD se ménage sa propre légitimité, mais que ça devienne de la sphère du littéraire. Après, bon, on va me dire, on s'en fout, c'est des catégories, etc. En fait, il faut que j'explique ce que moi j'appelle littéraire. Pour moi, ce que j'appelle littéraire, c'est, comme certains l'auront déjà remarqué, tout ce qui, en fait, n'est fait que et ne peut être fait que par du langage. D'accord. Si la spécificité, si l'intérêt du truc, c'est dans les phrases, et uniquement ou en premier lieu dans les phrases, dans ce cas-là, c'est ce que j'appelle, moi, du littéraire. C'est pas une question de statut. On pourrait te répondre que finalement c'est une autre forme de langage, justement. Ouais. T'as quand même des codes très spécifiques qui créent à eux-mêmes leur propre langage. Ouais, mais donc là, tu m'imposes de faire une pause définition, explication un peu plus longue que ce dont j'avais l'intention, mais c'est pas grave, pour expliquer encore une fois ce que j'appelle, ce qui pour moi mérite d'être appelé langage. Ce qui pour moi devrait être appelé langage plutôt. Pour moi, on a intérêt à garder la distinction entre langue et langage parce que quand on confond les deux, en fait, c'est-à-dire quand on parle du langage en gardant uniquement la perspective de la langue, on se prive de voir justement tout ce qu'il y a dans le langage et qui n'est pas du code, qui n'est pas du signe, qui est justement tout ce qui bouge, tout ce qui est incertain et tout ce qui ne relève pas du mot, mais qui relève du discours en fait, de ce qu'on fait avec les mots. Ok. Ouais, ces histoires de signification en rapport avec le dessin et tout, ça me fait penser à un article de Émile Benveniste, dans un de ses problèmes de linguistique générale, que j'invite les gens qui s'intéressent à la linguistique à lire. Ça part de la question de comment analyser un tableau, et il dit que dans un tableau, il y a du sens, par contre il n'y a pas de signe, parce que tout fait signe en fait. Tu peux pas dire que dans un tableau, telle couleur, elle signifie tel truc. Il sait à construire par le tableau parce que cette couleur, elle est pas isolable du reste des couleurs qu'il y a dessus. Ah, d'accord. Et donc il en conclut que tu peux pas analyser un tableau avec les outils de la sémiotique. Ça serait perdre son temps. Mais en fait, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que tu peux pas faire ça non plus avec un texte littéraire. Mais pour revenir à notre sujet, effectivement, la bande dessinée comme objet littéraire, c'est intéressant, mais moi je trouve ça plus intéressant encore de lui réserver un statut à part en fait, parce que c'est un peu comme le cinéma, tu peux pas vraiment dire en fait voilà, c'était un des trucs dont je voulais parler, c'était le rapport à la littérature de la BD. Donc voilà, on a un petit peu fait le tour, j'aimerais savoir ce que t'en penses toi aussi, mais pour moi c'est comme le cinéma, c'est des choses un peu transversales et qui méritent leur statut d'art à part entière. C'est pour ça que c'est bien qu'on dise voilà le 9e art, le 7e art. Oui, ne serait-ce que le fait que, bon, il y a des auteurs qui font les deux, mais déjà le fait qu'on distingue peut-être l'auteur et l'illustrateur dans la bande dessinée, il nous amène déjà sur une piste du statut littéraire de l'œuvre d'art. Parce que, sauf pour des formats particuliers, il y a quand même une tradition de distinction entre l'image et le texte. Ouais. Là, excuse-moi, je parle beaucoup, là, mais ce que tu dis me fait penser à ce que j'ai monté récemment au travail dans une interview d'un dessinateur qui s'appelle François Bouc, qui a bossé notamment avec Jodorowsky sur Bouncer, je crois, c'est un western, et puis sur d'autres, et puis il a fait aussi des trucs juste lui. Et justement, à un moment, la journaliste lui demande comment il travaille avec les scénaristes, etc. Et lui, son idée sur laquelle il insiste, c'est que le dessinateur est aussi scénariste. Il est impliqué en tout cas dès l'écriture du scénario, et pour lui le scénario ça n'est et justement lui aussi il rapproche ça du cinéma, le scénario ça n'est qu'une étape préparatoire, et l'écriture à proprement parler elle se fait au moment où le dessinateur remplit sa case. Moi là c'est peut-être parce que j'ai un problème justement de fabrication de la bande dessinée. Ouais. Tu vois, c'est vrai que j'avais pourtant lu quelques interviews, tout ça, mais c'est vrai que je ne sais pas si il y a un protocole, par exemple l'auteur donne un texte et l'illustrateur illustre, ou est-ce qu'on a une ligne directrice que le dessinateur va découper en scénettes, que l'écrivain, que le scénariste va reprendre et refaire à sa sauce. Enfin, je sais pas comment se travaille ce duo, ce dialogue entre les deux. C'est un dialogue, comme tu dis, et puis j'ai envie de dire, ça dépend de tout binôme.
le scénariste, il propose et il discute avec... c'est peut-être lui qui a l'idée des grands thèmes, l'idée des dialogues, tout ça. Donc c'est bien sûr que c'est de la création en plein. Mais comme dans un film, c'est un travail d'équipe. Et donc la responsabilité de l'œuvre, elle se place pas seulement dans l'écriture. D'où le fait que je disais, c'est pas quelque chose de littéraire pour moi. Et vu que la spécificité, c'est d'avoir ces dessins... la spécificité. Bah oui, enfin, je sais pas, tu t'imagines pas déjà lire un scénario de film, c'est particulier, mais lire un scénario de BD, enfin non. Oui, par définition, si je vais vers la bande dessinée, c'est que j'ai envie que ce soit dessiné. Voilà. Et c'est marrant d'ailleurs de ce point de vue-là, comment on peut être influencé. Enfin moi, par exemple, j'ai une BD chez moi qu'on m'avait beaucoup recommandée. Ouais. T'en as peut-être entendu parler parce que c'est assez à la mode. Enfin, je connais beaucoup de gens qui les lisent. Les livres Stromquist. J'en ai entendu parler. Notamment Les Sentiments du Prince Charles. Moi, c'est le genre de BD, en feuilletant, le dessin me plaît pas énormément. C'est vraiment pas une BD qu'en feuilletant dans une boutique, j'aurais envie d'acheter et de lire. Ouais. Et puis, à force de voir des gens me la suggérer, je me suis dit, bon, allons-y quand même. Et c'est vrai que le propos... Alors, pour ceux qui connaîtraient pas, Liv Stromquist, c'est, alors je crois, une sociologue. En tout cas, c'est quelqu'un qui étudie plutôt des traités de sociologie, de tout ce qui est rapport au couple. Au couple, au schéma amoureux, en tout cas pour Les Sentiments du Prince Charles, c'est beaucoup axé là-dessus. Ouais. C'est des livres très engagés, vraiment côté féminisme, et c'est par exemple comment la structure du couple, elle est établie au désavantage des femmes, et que même le sentiment amoureux, c'est quelque chose de profondément aliénant et construit socialement. Donc voilà, au début on n'est pas sur un sujet funky, hein, c'est pas du divertissement. C'est pas du divertissement, c'est pas Riri va faire une pizza. C'est vraiment un ouvrage de vulgarisation sociologique, finalement. Et les dessins sont... Moi ils m'attirent pas, mais il faut reconnaître qu'ils ont une force expressive. Enfin, il y a des jeux de collage, il y a des éléments, il y a des photos qui sont intégrées à l'intérieur du texte, ça a l'air découpé. C'est pas une BD qui se lit en... Tu vois, Chromatopsie, je l'ai lu en, je pense, 1 heure, enfin, dans mon lit le soir. Liv Stromquist, tu t'y reprends à plusieurs fois. C'est dense, il y a du texte, mais voilà, peut-être que je me serais pas lancée dans la lecture d'un ouvrage sur ce format, ce schéma de couple, tout ça, s'il n'y avait pas eu ce graphisme qui amène de l'humour, qui amène du punch, qui souligne des articulations. Et voilà. Et donc, spontanément, le dessin m'a repoussé de ce texte, mais quand j'ai lu la BD, je me suis rendu compte qu'il avait vraiment... que le dessin, il servait une fonction utilitaire, encore plus que esthétique. Alors que quand je vois une bande dessinée, j'ai envie qu'elle soit jolie, tu vois, j'ai envie d'aller vers des dessins qui me chouchoutent, un peu comme des albums d'enfants. Enfin voilà, moi j'ai envie que ce soit joli, qu'il y ait des couleurs, que le trait me plaise. Et là, forcé de constater que j'ai l'impression que chez Liv Stromquist, c'est très efficace. C'est pas très beau, mais c'est très efficace pour son propos. Parmi les axes de réflexion que je cherchais pour le podcast, je me disais, il y a un côté très narratif dans la bande dessinée. Et j'avais envie de dire, comme justement, on a du mal à imaginer l'équivalent de, je sais pas, un poème lyrique en bande dessinée. Mais par contre, en allant de l'autre côté du spectre, on va dire littéraire, côté essai, en fait, côté littérature d'idées, là, la BD, elle a pris son envol depuis une 20aine d'années. Ça me fait penser au dessin à travers la photo, en fait, parce qu'il y a Joe Sacco qui fait des reportages dessinés. Et pas que lui, d'ailleurs, il y a je sais plus qui d'autre à l'association qui a aussi publié des carnets. Et le dessin, je sais plus avec qui j'en parlais, mais c'est tout aussi légitime, en fait, comme représentation de ce que quelqu'un a vu, que de prendre une photo. Et du coup, dans le côté un peu sérieux, la BD, elle trouve aussi sa place, et je pense que c'est ça aussi qui fait que petit à petit, ça acquiert aussi un certain statut dans l'opinion publique.
Bah oui, parce que je pense qu'elle a. Enfin, moi là, quand de ce que tu dis par rapport au rôle de l'essai, du reportage, de la littérature d'idées, Hmm. moi je pense. Alors je pense que c'est Emma, si tu vois, ou Dans mon tiroir, Ouais. qui fait des BD, notamment la grande Ah oui, BD oui, oui. qui sur la charge mentale. Oui, Tu vois, les BD en ligne. Je me oui. dis, c'est vrai que tu as vraiment ce côté en ligne, tu vas avoir peut-être du mal. Enfin, je pense qu'on est habitué à des lectures fragmentaires. Hmm. Je pense que si on t'écrit un gros pavé sur Facebook sur ce qu'est la charge mentale, tu vas toucher relativement peu de monde qui vont se Grave. dire, bon, bah là, je suis en train de scroller sur mon Ouais, ouais. portable, est-ce que j'ai vraiment envie de me farcir un gros texte? Grave. Alors que l'image, elle te pousse à lire une case, deux cases, trois cases. Et je pense que si on parle tant de charge mentale ces dernières années, c'est en grande partie grâce à cette BD Ouais. qui est lu. Voilà, je pense que la bande dessinée, en termes de littérature d'idées, c'est ce qui va chercher le lecteur. Ouais. Et c'est une forme de Ouais. l'essai qui est intéressante pour ça, parce qu'elle va aller chercher des publics soit qui n'iraient pas vers ce genre de texte, Hmm. soit plus simplement qui seraient publics de ce genre de texte, mais pas en ligne. Et Ouais. je pense que le format en ligne, le fait de pouvoir partager de la bande dessinée très facilement, partager une planche, une note, ça a aussi servi le format BD ces dernières années. Ouais, ouais, grave. Complètement. C'est marrant. Bon, je vais encore me faire des ennemis. Moi, j'aime pas trop Emma. Oui, J'aime pas son ton, en fait. J'aime pas le ton un peu sirupeux. En même temps, c'est bien. Je préfère avoir des gens trop gentils que des gens tout le temps cyniques, etc. Dans le monde. Mais il y a un côté qui m'agace. Mais par contre, parce que je trouve que parfois ça amoindrit le propos. Mais il y avait un de ses essais, on va dire, qui m'avait vraiment fait réfléchir. C'était sur le voile. Et elle avait pris le truc. Je sais pas si c'était elle, mais il me semble que les dessins ressemblaient. Elle avait pris le truc à contrario en faisant comme si t'avais une culture où donc c'est un pays où il fait chaud, tout le monde se balade tout le temps torse nu, et la question de porter le soutien-gorge ou pas, tu vois. oui. Et je trouvais que c'était super bien vu. Enfin, moi, ça m'a vraiment éclairé la question. Moi, par exemple, vu qu'on parlait du dessin et qu'on était parti Ouais. de là, moi, les dessins d'Emma, effectivement, ils me laissent relativement, relativement froide. Par Hmm. contre, bah voilà, c'est des dessins, je vais avoir l'œil attiré et Hmm. je vais aller plus facilement lire ce qu'elle va dire que quelqu'un qui dira peut-être la même chose, euh, mais dans un texte. Ah oui, oui, grave, C'est une forme complètement. de paresse, hein, peut-être, hein, mais Non, je pense qu'il faut se dire que c'est une stratégie de communication qui marche, quoi. Il faut être clair, enfin, tu vois, ça permet, parce que des fois, quand tu lis des trucs, même quand, enfin, moi aussi, hein, quand j'essaie d'expliquer des trucs, là, par exemple, sur le podcast, des fois, ça peut être un peu, mais parce qu'on cherche ses idées, etc., etc., alors que le fait de devoir morceler de toute façon pour inventer une scène à chaque dessin, en fait, pour illustrer, c'est déjà une pédagogie qui se met en place, implicite, parce que c'est la création aussi d'une bande dessinée, tu vois, ou enfin, en tout cas, oui, d'une bande dessinée. Je pense pas qu'il faille voir ça comme forcément une paresse de la part du lecteur de trouver ça plus simple. C'est simplement que justement il y a un travail fait, un travail de mise en page, de mise en forme et de mise en rythme qui est fait par la personne qui te l'a produit, au lieu que ça soit à toi de le faire en le lisant en fait. bah, toujours pareil sur ce côté un peu cheval de Troie argumentatif. Il y a celui qui fait cas d'école. Sur les cas de suicide dans l'éducation nationale, donc cette directrice d'école qui s'était suicidée dans son établissement, Jean Huillot qui s'était suicidé après des remarques, enfin des accusations fausses de parents de violence contre les enfants. Ouais, Et même là, ces derniers temps, il a fait un truc sur le passé de Blanquer, sur euh, le parcours de Blanquer en tant que comme politique. ouais, Bah, je trouve que c'est super agréable d'avoir ce genre de support hein, pour témoigner de faits. Enfin voilà, moi j'ai un peu toujours ce problème à partager pour ma paroisse et ouais, avoir un support comme ça assez pédagogique, assez moi je suis pas quelqu'un de très véhément. Moi ça me fait plaisir d'avoir des BD comme ça qui vont bah ouais, moi je vois la figure du cheval de Troie en fait, qui vont amener qui vont amener des idées dans le débat public qui soient plus facilement lisibles, plus attractives ouais, et qui vont faire leur chemin parce que bah, on garde quand même ce format. La bande dessinée, c'est ce qu'on lit quand on est petit. Et j'ai l'impression qu'on va lui faire confiance, que c'est un format auquel on va faire confiance parce qu'on a l'habitude d'y trouver une ouais, forme de réconfort, quoi. ouais, ouais.
C'est drôle que tu moralises à ce point en termes de. C'est vrai, il y a vraiment un cheval de Troie, ça devrait pas, il y a une sourde. le- Ah, Alors je dis que. pas que c'est mal. Non, 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 mais. J'utilise l'expression cheval de Troie, je la reprends de Monique Wittig, Ok. qui voit dans la littérature un cheval de Troie pour faire passer. Enfin, bon, on va croire qu'on est monomaniaque, hein, mais elle-même, elle prend l'exemple de Proust Ouais. en expliquant que quand Proust il a publié L'amour de Swann, très vite les contemporains se sont dit c'est un roman à clé. C'est un roman à clé, et du coup, tel personnage correspond à tel personnage dans la réalité, et ça marchait plutôt bien. Et elle trouvait que Proust avait été malin quand il avait créé le personnage de Saint-Loup, qui est décrit comme un homosexuel dont personne ne se doute, et enfin, il est décrit physiquement, il est très flou, Saint-Loup, finalement. Et elle dit qu'il y a eu une période, enfin après je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais elle c'est une étude qu'elle fait de l'époque de publication, où quand il a publié Sodome et Gomorrhe, il a inversé le rapport à la réalité, c'est-à-dire que alors que normalement quand tu croises quelqu'un tu présumes de son hétérosexualité, au moment de la publication de Sodome et Gomorrhe, avec ce type de personnages qui sont censés dans l'écriture de Proust, dans la tête des gens, correspondre à quelqu'un en vrai, c'est-à-dire que tout le monde était suspecté d'être homosexuel à ce moment-là. Et donc il a amené dans le monde réel un filtre, une vision qui n'était pas... Enfin voilà, il a amené dans le monde réel une idée par la littérature. Ok. Et c'est ça qu'elle appelle le cheval de Troie de la littérature. C'est comment tu arrives à changer le regard des lecteurs sur le monde, en dehors même de toute considération littéraire. Ah, c'est intéressant. Du coup, oui, c'est vraiment l'aspect stratégique et pas juste la culpabilité de pas faire l'effort. Non, c'est intéressant, super intéressant. Moi, ma dernière chose, vraiment, après je réagirai peut-être à ce que tu dis, mais c'est juste une petite thématique. C'est le rapport justement adaptatif. C'est parce qu'on a quelques BD, alors en tout cas en France, on a des BD qui adaptent ou qui illustrent, qui ont encore autre chose, des œuvres littéraires. Ah bah oui. Et qui posent la question de pourquoi avoir fait ça et comment le faire. Moi j'ai deux en plus c'est drôle parce que c'est deux écrivains de la même époque qui ont été adaptés. J'ai Céline et Proust par Tardy et Huët. Bah, j'ai la BD de Stéphane Huët sous les yeux, mais je suis pas convaincue. Ok. Alors que la version de Tardy du Voyage à bout de la nuit, plus convaincue. Mais en fait, ce qui brouille les pistes pour moi, c'est que Gallimard en a fait aussi ses couvertures. En fait, ils ont pris les dessins de Tardy et ils en ont fait les couvertures de Mort à crédit et de Voyage au bout de la nuit, et même d'autres, qui du coup deviennent... Enfin, pour moi, Tardy, ça a programmé même mon imaginaire de Céline, en fait. Oui, forcément. Oui. Bah, de toute façon, le côté hyper blafard... Oui, bah, je vois parce que moi aussi, j'ai ce volume-là qui est illustré par Tardy. Ouais. C'est marrant parce que du coup, quand je t'entends dire blafard, j'ai l'impression que c'est plus le blanc qui te frappe. Que le noir. Et moi, c'est le noir. Vraiment, quand je pense Tardy et Céline, je vois des grands aplats de noir. Mais moi, je vois les visages, justement. Les visages qui se détachent sur ce noir. Et donc, tu n'es pas convaincu par Stéphane Huët? Bah oui, c'est marrant, mais c'est peut-être encore justement parce que c'est un format qui me... Moi, je trouve que il a une qualité, c'est que tout ce qui est difficile à évoquer chez Proust, tout ce qui est du domaine du sensible, il arrive assez bien à le faire avec des jeux de zoom. Si on prend vraiment son passage de la Madeleine, là je l'ai sous les yeux. Effectivement, compliqué à rendre en dessin. Hein. Voilà, et bah le moment, en fait, il choisit de faire, sur tout le passage où il raconte la Madeleine, il met une fumée. Une fumée autour qui s'échappe de la tasse. Au début, la fumée s'échappe de la tasse de thé. Et elle va recouvrir l'ensemble des vignettes. Donc, on a le narrateur qui trempe... Alors, sans le texte de Proust. Il fait un zoom sur 4 cases où on voit la main du narrateur couper la Madeleine, la plonger dans le thé. Et t'as cette fumée qui continue.
Mhm. Et après, quand il ouvre le souvenir, donc, et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, enfin voilà, où Mhm. il montre Mhm. que le souvenir se déplie, et bah, il nous montre les images de Combray en maintenant dessus la fumée D'accord. de la tasse de thé. Ouais. Et donc je trouve que c'est bien parce qu'il nous montre bien qu'on change pas de scène, qu'on est bien Ouais. dans la tête du narrateur vu qu'il y a toujours cette fumée présente. Donc je trouve qu'il y a des choses qui sont faites intelligemment, mais Ouais. et ben on y revient encore à cette histoire du dessin. Moi je trouve le dessin de un peu vieillot, alors que c'est marrant, il est contemporain de nous. Ouais, ouais, complètement, ouais. Et je pense que j'ai les BD que je lis par ailleurs, elles me semblent beaucoup plus modernes et j'ai du mal à relire des BD voilà, avec des cases carrées, un trait clair, des coups. Enfin, C'est le. vrai que ça fait très Tintin, en fait, quand tu le vois de loin, là, je Oui, le... oui, voilà, il y a un côté Tintin Hmm. qui, moi, me charme assez peu. Ok. Parce que en parallèle, bah là, je vois les BD que j'ai sortis. J'ai du Boulet, j'ai Ouais. du Audrey Lanné, euh, Et oui. Carole Morel, qui au niveau du trait me semble beaucoup plus graphique, avec des aplats, des jeux. Hmm. Enfin voilà, je Bah, trouve le format un peu vieillot. Et c'est ouais. marrant parce que je trouve que justement, s'il y a quelque chose qui se démode assez peu, c'est la recherche, quoi. J'ai peur que les Ouais. BD se démodent vite. Qu'elles le soient déjà. Non, mais Donc là, tu voulais dire plein de choses encore. bah, c'est parce que j'ai l'impression que bah, c'est comme, je pense que c'est la même chose qu'en littérature, sauf que là, on prend un aspect qui est la bande dessinée, on prend un genre, et du coup, ça me semble presque trop large. Ça me Hmm. semble presque trop large parce que quand je rassemble toutes mes bandes dessinées, bah voilà, j'ai cette adaptation de Proust par Huet, j'ai un Gaston Lagaffe, enfin, j'ai des planches complètement graphiques, enfin, Hmm. je trouve que c'est trop vaste finalement, et c'était pas quelque chose quand tu m'as proposé de travailler sur la bande dessinée, euh, j'étais hyper enthousiaste et en fait Hmm. finalement je me rends compte qu'en traitant le sujet c'est trop vaste en fait, il y a Ouais. trop de choses à dire, j'ai l'impression. Bah, je pense qu'on peut se dire à ce sujet que, comme on l'avait fait pour la chanson, qu'on y reviendra Mhm. et voir un peu ce que nos choix de cases de la troisième partie vont nous laisser dire de plus sur le Tout sujet. à fait. Le principe, c'est on s'est limité à une case, en se laissant un petit peu la liberté de lire ou Oui. pas les dialogues. Et le but, c'est de faire deviner en décrivant, de faire deviner quelle BD, quelle histoire, etc. Donc moi je te décris ma case. Vas-y. Alors c'est une bande dessinée en noir et blanc, Ok. avec un trait assez brouillon. Ok. Deux Je me fais une idée personnages. déjà. Ok. Deux personnages sont assis face à face. Ouais. Et il y en a un qui s'énerve, qui est vraisemblablement assez véhément, Mhm. pendant que l'autre reste calme. Ouais. Le premier porte des lunettes. Mhm. Le deuxième est blond avec des cheveux courts. Ok. Alors, est-ce que tu veux le dialogue? Alors, est-ce que je peux... j'ai envie de tenter. Alors, vas-y, tente. Est-ce que c'est les idées noires de Franquin? Pas du tout. Ok. Bon, alors je veux bien que tu continues. Alors, je continue. Euh, Donc, j'ai mes deux personnages qui sont l'un en face de l'autre, visiblement dans un diner ou dans. euh, En tout cas, dans un bar. Mhm. Et le premier saisit, vole le livre de l'autre. Et Celui qui. c'est dans la même case où où il y en a un qui est énervé et l'autre non. Voilà. Donc, j'ai Ok. vraiment un personnage qui a l'air un peu énervé, Mhm. l'autre qui a l'air plutôt calme, est en train Mhm. de voler le livre de l'autre. D'accord. Waouh, ça me dit rien du tout. Et bah, c'est drôle, parce que. Alors, je te donne les paroles. Vas-y. Alors le premier, personnage blond, avec des petites lunettes, dit à l'autre en lui volant son livre, parce ils ne peuvent pas admettre que le changement réel est futile, sans espoir, non possumus, dévore tous les bouquins que tu voudras, tu resteras la même âme misérable et velléitaire jusqu'à ta mort. Ce à quoi le personnage qui se fait voler son livre avec ses grandes lunettes rondes répond « Hey !»
Tu Non, vois, ça me dit rien. tu vois pas du tout? Ça me dit un peu plus avec Non Possumus, etc. Mais Et ben, j'avais choisi ça parce que je pensais que justement ça tilterait en toi. C'est une bande dessinée que j'ai eue très longtemps en photo de couverture sur Facebook c'est pour ça que ça me dit quelque chose. et que tu avais commenté en disant quelqu'un nous épie au Burger King parce qu'on était allé Ah manger avant. Et c'est vrai que les deux personnages, alors c'est deux femmes, hein, c'est deux femmes, Ouais. mais même la femme qui vole le livre te ressemble un petit peu. Celle Oui. qui se fait voler son livre me ressemble très clairement. Ouais. Et je trouvais même le dialogue en soi, je trouve que c'est assez le genre de réaction qu'on pourrait avoir l'un et l'autre. Ouais. Enfin, Ouais, complètement. Mais je me rappelle de cette situation, mais je vois plus le dessin en lui-même. Et je alors, vois vraiment pas d'où ça vient. donc ça vient d'Alison Bechdel, Les Gwyn à suivre, Dice to Ok. Watch Out For, Ok. qui est une BD que moi je trouve géniale. Enfin, vraiment, moi j'adore ça. Ouais. C'est un feuilleton. C'est un feuilleton qui a commencé en 1987, qui continue encore aujourd'hui de manière plus ponctuelle. Et Ok. c'est Alison Bechdel, celle qui est à l'origine du test de Bechdel pour voir si un film. Je vois. Et tu vois? Oui, c'est est-ce qu'il y a deux personnages féminins qui se parlent sans parler d'un autre personnage, enfin d'un personnage masculin. Voilà, en fait, justement, ça vient de cette BD. C'est t'as deux Ok. personnages qui disent tu veux voir un film au cinéma, et elle dit bah oui mais moi faut que moi j'ai un test pour voir si le film était bien, enfin pour voir si le film me convenait selon mes idéaux féministes. Il faut Ouais. qu'il y ait au moins deux personnages féminins qui aient un nom, Ouais. qu'elles discutent sans hommes présents dans la pièce et qu'elles ne parlent pas Ouais. des hommes. Ouais. Et finalement on s'aperçoit qu'il y a très peu de films qui passent C'est fou, hein. ce Ouais, c'est test. fou. Ouais. Et donc voilà, Alison Bechdel, elle a inventé un groupe de lesbiennes, en fait, qu'elle a suivi pendant quasiment 30 ans. Ouais. Et c'est drôle parce que tu vois évoluer la société, et tu vois vieillir les personnages. Quand tu lis les BD de 1987, t'as plus du tout le même trait. Et elle a fait vraiment vieillir ses personnages. C'est pas Titeuf. Ça, c'est cool. C'est pas Titeuf qui a 12 ans pendant 20 ans. C'est vraiment des personnages qui vieillissent. Tu lis la première BD, bah, elles sont toutes paumées, elles sortent des études, il y en a qui terminent leur master, leur thèse. À la fin, là, elles ont des enfants et c'est leurs enfants qui entrent à la fac. Enfin, t'as vraiment un c'est panorama. super intéressant, ça aussi, du point de vue de... Oui. C'est du niveau de Balzac, quoi. Oui, voilà, et puis t'as tout l'impact... t'as la présidence... Alors moi, j'ai pas lu les récentes parce que ça s'arrête en 2008, les intégrales que j'ai. Même si j'ai lu quelques petites choses qu'elle a fait depuis la présidence Trump, mais tu vois l'évolution politique américaine au fil du temps. Donc voilà, les Gwyn à suivre. Je pense que c'est vraiment une fresque intéressante à lire, en tout cas. Ouais, carrément. Donc à toi. Alors, moi c'est une case en couleur. D'accord. Mais sur fond blanc. Et le centre de la case est occupé par un fauteuil, un peu bleu turquoise foncé, sur lequel est assis un espèce de monstre qui ressemble un peu à une fourmi, mais aussi à une larve, qui a un gros œil, c'est un cyclope, on va dire, avec des dents pointues, qui dépassent du bas de la mâchoire, enfin de la mâchoire du bas. Oui. À sa droite, il y a un espèce d'un autre monstre très trapu qui porte un monstre orange qui tient un parapluie. D'accord. Et qui ont tous des gueules très drôles. Et donc, le monstre principal est en train de lire un petit livre bleu. Et il regarde à sa droite, à côté du fauteuil, un petit garçon qui est en train de tendre les mains vers le fauteuil. Il y a deux bulles, mais je te l'ai dit, peut-être pas tout de suite. Alors on est c'est de la BD fantastique au sens... Enfin, t'es dans de la fantaisie quasiment là. Oui et non. Oui et non. C'est quelque chose de récent ? Plus ou moins. Ah, plus ou moins. Récent comme toi ? Récent comme moi, exactement. Récent comme toi, ok. Ça pourrait être quelque chose comme Donjon, par exemple ? Alors, ça pourrait pas.
Enfin, moi, je pense, oui, ou les Lewis Trondheim, des choses comme ça, non? Hmm. Non? Bah, est-ce que tu veux que je te lise les bulles? Oui. Donc, le petit garçon est en train de dire Kazam et le monstre dit Quiet. Non, j'ai aucune idée. Je pense que là, Ok. on sort de ma culture, Il se trouve que c'est une case intermédiaire dans une transformation. Le petit garçon s'appelle Calvin et Hops. voilà, il joue à transformer son père en un espèce de monstre, etc. Parce que c'est le pouvoir de l'imagination, tu vois. Et son père qui est en train de lire lui dit bon ça, stop, chut. D'accord. Mais, Ah, mais bah, les dessins, évidemment, on vous mettra des liens quand on peut vers les planches dont on a parlé mhm. pour que vous en profitiez. Bah oui, parce que là, je pense que c'est ce qui est intéressant, très clairement. Non, bah du coup, Et si tu me donnes ça, vraiment, Calvin et Hobbes, je sais que c'est la BD que j'ai pas lue et qu'il faudrait que je ouais, lise. Mais parce que je ouais, l'ai jamais eu entre les mains, tu vois, j'ai pas eu ouais, l'occasion. Euh, Alors, moi, on est à nouveau sur une bande dessinée en couleur, ok, assez grande, elle prend la moitié de la page de la BD. ok, Euh, donc, on est dans un bureau, il y a un homme blond qui porte un chapeau de feutre. Un chapeau de feutre et un trench, qui est au téléphone. mhm, Et donc c'est toute la partie gauche de la case représente vraiment un bureau. ok, La deuxième partie, on voit un énorme trou dans un mur avec deux personnages extrêmement en colère, rouges, mhm, euh, et au sol, il y a un kit de petits chimistes explosé. La partie du bureau droite est explosée, mais le personnage qui téléphone ne le voit pas. Il ne voit pas cette partie de la salle. d'accord, Il est tourné de l'autre côté, on voit qu'il vient de répondre au téléphone, et il ne mhm, voit pas ce trou dans le mur et ce kit de petits chimistes explosé. ok. Est-ce que le personnage blond porte une veste bleue? Oui, Alors ça doit être du Gaston Lagaffe, c'est du Gaston Lagaffe. de Franquin donc. Voilà, donc c'était Fantasio. Oui. Donc si tu veux les bulles. Donc Fantasio est en train de dire comment. Ah, c'est exact. Un de mes collaborateurs s'est récemment intéressé à la chimie amusante, mais j'ai strictement interdit toute l'expérience dans les bureaux, cher voisin. Et là, on voit que eux, ils parlent pas du tout au téléphone, qu'ils sont dans la salle puisqu'il y a un Oui, trou dans le mur. Ils font. Eh bien, nous oui. avons des raisons de croire que vous n'avez pas été scrupuleusement obéi. Voilà. Et voilà, moi, s'il y a une BD qui a formé mon enfance et ma personnalité, peut-être, c'est Gaston Lagaffe. Ah, c'est drôle parce que je lisais les idées noires là aujourd'hui pour me préparer Mhm. et je trouve qu'il dessine bien mais ça me parle pas quoi. Et même dans la construction, tu vois, même c'est pas simplement les blagues, c'est même le choix de comment ça, enfin en tout cas les idées noires. Et ça m'a fait penser que moi j'ai jamais, pourtant on avait du Gaston à la maison, mais j'ai jamais accroché à Gaston. Et quand j'ai essayé d'en relire il y a quelques années, j'avais l'impression que c'était trop tard, quoi. J'étais passé à côté, ça faisait pas partie de ma culture. Donc, bah, je t'écoute peut-être pour une troisième bulle. Donc c'est une grande case qui occupe toute une page A4. Et j'ai envie de dire elle est en couleur, mais on pourrait quasiment dire qu'elle est en bichrome parce que il y a du bleu et du jaune. D'accord. Du jaune assez pâle et du bleu il y a une espèce de dégradé d'un bleu moyen à un bleu très désaturé. Et ce que tu vois en premier lieu, on va dire, enfin, c'est une grande perspective. Entre des immeubles, des immeubles un peu futuristes, et ça descend vers le bas. Tu vois, c'est une chute en fait. Il y a plein de détails, plein de fenêtres, plein de gens sur des balcons, etc. Et en train de chuter, tu as un personnage qui porte, on dirait qu'il porte un peu une tenue façon 18e siècle avec des collants. Un peu un pantalon, pas bouffant, mais tu vois, un pantalon ou un par-dessus, avec des souliers, une veste en cuir, enfin une veste en tout cas marron. Mhm. Il a une queue de cheval, il est un peu roux, un peu orange, enfin tout est. Ses chaussures sont de la même couleur que ses cheveux. Voilà. Tu dis qu'il a un habit type 18e. Bah c'est un habit, ça fait un peu rétro, quoi, ça fait un peu ancien régime. Ok. C'est une série de livres. Il y a des chances. En fait, j'ai pris cette case parce que j'ai cherché le nom de c'était sans doute une série, et je la trouvais très belle, mais je l'ai pas lu. Ah. Ce serait du Enki Bilal. Alors, ça m'y fait penser, mais en fait, non.
C'est pas du Yankee Bilal, mais En fait, ça m'y fait penser par l'univers, mais pas du tout par le dessin. Et les couleurs et tout. je trouve intéressant, mais je pense que je trouverai pas. Ouais. Bah, c'est une planche de l'Incal de Moebius et Jodorowsky. Ah bah j'ai jamais lu ça. Voilà. Donc Et je voulais le mettre parce que je me dis ça fait partie des choses dont je savais qu'on n'allait pas parler parce que ni toi ni moi ne l'avons lu. Mais qui manquerait pour certains amateurs de BD parce que je sais que c'est... Et j'ai envie de dire, Moebius, c'est quand même aussi tout un pan de la BD du 20e et de notre époque qui est oui. pas quelque chose qu'on a vraiment abordé, mais le côté un peu, voilà, vraiment un peu psyché, un peu SF, sérieux, on va dire la BD sérieuse. Parce qu'on a beaucoup parlé d'humour, quoi. Et il y a pas que ça. Non, ça c'est Même sûr. si, même si c'est vrai que moi j'ai du mal quand ça me fait pas rire, en fait. J'allais dire, là, pour moi, un des trucs que j'attends d'une BD, c'est comme tu dis, que ça soit joli, mais aussi que ça soit drôle. Ah, bon, moi j'aime bien les deux. J'aime Ouais, bien. Je parlais d'Alison Bechdel, par exemple, elle a écrit Fun Home, ok. qui est sur. En fait, la même semaine, elle a appris que elle s'est rendue compte qu'elle était homosexuelle. Du coup, elle a appelé sa mère pour lui annoncer, et sa mère au téléphone lui dit ah non, ça recommence comme ton père. Donc en Ah gros, ouais. elle apprend que son père était homo, Mhm. et en fait la même semaine, il est fauché par un bus. Ah ouais, putain. Donc, elle va retracer toute son enfance à l'aune de. En fait, une fois que sa mère lui a donné cette clé, elle va essayer de Hmm. revivre toute son enfance en essayant de voir quels étaient les indices que son père était homo, en fait. Et D'accord. c'est pas drôle du tout, mais c'est une des BD qui m'a mis des plus grandes claques ces derniers temps, Ok. ces dernières années. Mais ça me fait pas rire. Mais Oui, oui. c'est très beau. Oui. Enfin, j'attends pas forcément qu'on me fasse rire. Oui. Donc Moebius, oui bah c'est vraiment là, c'est vrai que Moebius, j'ai des images qui me viennent en tête quand tu m'en parles. Ouais. Ça correspond à l'image qui se formait dans ma tête quand tu m'as Hmm. décrit la. Mais c'est vrai que La c'est pas un nom case, que j'aurais la sorti planche. spontanément. Ouais, ouais, ouais. À toi. Alors, donc c'est une case sanguine. Ok. Enfin voilà, dessin, c'est pas un dessin en noir et blanc. Il y a clairement Ouais. le trait, il est plutôt sanguine, foncé, enfin noir, un peu rougi. Ok. Il n'y a pas de couleur à part les cheveux roux du personnage. D'accord. Et c'est un personnage d'une allure presque manga. Alors c'est pas un Ouais. manga, on est bien d'accord, je suis Ouais, dans de la ouais. bande dessinée française. Donc, Mhm. mais là le personnage il est dessiné de manière un peu manga, avec tu sais l'espèce de dièse de colère sur la tempe. Oui, oui, oui. Voilà. Euh, à l'arrière on a en gros écrit Vlam. Ouais. Et ce personnage a un pénis gigantesque, mais vraiment, il est plus grand que le personnage. Son pénis Ouais. est plus grand, et il est en train de briser euh, un, un bureau en deux, ainsi que son occupant. Et on a l'ordinateur de l'occupant du bureau qui jaillit dans les airs, Ouais. pendant que le personnage au pénis gigantesque crie Super Viagra Attack. Euh, Ok. Alors non, là comme ça ne me dit rien, j'avoue. Et je peux même te. En fait, c'est une case en deux cases. En fait, c'est une page. Et la Ouais. deuxième page, bah, c'est toujours cet homme au gigantesque pénis qui continue d'agiter son phallus Ouais. gigantesque. Et il dégomme un autre employé de bureau avec une petite mallette. Et il crie la fureur du C13L15. Ok. Donc je pense que c'est Cialis, hein, mais Ouais. en chiffres. Voilà. Alors, au début, quand tu commençais à décrire le personnage, ça m'évoquait vaguement quelque chose, mais de toute façon, j'aurais pas su mettre de nom dessus, mais ça, genre un dessin. Non, non, l'éruption du pénis dans l'affaire a complètement perturbé tout le reste. Donc, je donne ma langue au chat. Alors c'est une case de boulets, des Ok, notes de ok, boulets ouais. que j'adore. Enfin, vraiment, c'est une BD qui me. Enfin, je suis Boulet depuis que je suis au collège, et Hmm, s'il y a bien une BD dont je me lasse pas, c'est les notes de Boulet. d'accord. Et en gros, c'est une réaction au spam. Ouais.
Donc, Ah oui. il en a marre de recevoir des mails pour enlarge your penis. Ouais. Et donc, il se rend chez pharmaonlineviagra.com et il va voir D'accord. les gens et il leur dit j'ai fini par craquer, à bout de nerfs, je vous ai passé une commande pour 10 kilos de vos saloperies et j'ai tout bouffé d'un coup. C'est ça que vous vouliez, hein, c'est ça, hein, chez chat. Puis tu vois ce goinfret de Ouais. Viagra. Et là, tu vois une transformation en mode Hulk. Ouais. Et donc, il est à l'intérieur des locaux de cette pharmacie. Il dit maintenant, c'est vous qui allez payer. Il ouvre sa braguette et on voit qu'il défonce tous les bureaux avec son pénis gigantesque. Et voilà. Et enfin, moi, j'aime beaucoup les BD où Boulet s'énerve. Voilà. D'accord. Il a la colère heureuse pour Il a toi. la colère heureuse et c'était un format que j'aimais bien parce qu'en fait, c'est que les notes de Boulet, moi, je les ai sous format papier. Mais en fait, Ouais. c'est vraiment, c'est son blog en fait. C'est son Ouais, blog c'est qui est ça. Ouais, ouais. publié. Et c'est pour ça que j'ai choisi une blague potache, parce que je voulais bien qu'on voit que c'est pas un truc de narratif. Oui. Enfin, si, c'est narratif, mais c'est Oui, des petites scénettes, en fait. c'est ça. Et voilà. Donc, Il y a tout un épisode à faire sur les webcomics, et en tout cas la bande dessinée sur Internet. oui. Parce que moi, je suis On venue à fera la un bande jour. dessinée beaucoup via les blogs, Ouais, quand j'étais j'avoue. ado. J'avoue. J'ai donc une dernière bande dessinée pour toi, Oui, oui, mais qui oui, est en 2 parties aussi. Du coup, je m'autorise comme tu t'es autorisé. fort bien. Donc, c'est en longueur. On a une grande case horizontale, puis ensuite une dernière petite case qui est donc plus à la verticale. Mhm. Plan large, plan serré. Donc on a un plan sur toute une salle et puis ensuite un plan taille sur un personnage qu'on voit jusqu'à ses aisselles. Donc un plan poitrine plutôt. D'accord. Et donc le plan large représente une auberge, une taverne. Tu as 3 tables rondes qui meublent le bas de l'image, où sont attablées des personnes avec des bières, qui sont habillées un peu à la campagnarde. Il y en a un qui a quand même des lorgnons, il y en a un qui a une pipe. Des lorgnons, tu sais, ces lunettes D'accord. sans branches. C'est bon. Ensuite, t'as le comptoir avec un client qui est accoudé au comptoir, le barman derrière qui a l'air un peu penaud. Au plafond sont accrochés des cordes où pendent des navets, des courges et des carottes. Sur la droite, t'as des tonneaux qui contiennent sûrement de l'alcool. Et devant la porte d'entrée de l'auberge, tu as un personnage qui est en fait entièrement déguisé dans un sac. D'accord. C'est-à-dire qu'on voit juste une silhouette, mais des pieds à la tête, il est dans un sac et au-dessus de sa tête, d'ailleurs c'est même pas une forme humaine, on dirait juste un torse avec 2 pieds on dirait un petit peu un poulet tu sais, de cartoon, un poulet cuit, D'accord. mais il a une corde autour tu vois, il est dans un sac. Ok. Et donc ce personnage est en train de dire, je te lis parce que ça fait partie de la signifiance de la bande, il dit « Si je me cache ainsi, c'est parce que j'ai vu les horreurs tapies derrière ce château d'allumettes que vous nommez réalité. » Et donc t'as tous les autres qui sont en train de se marrer et qui lui disent « C'est ça, allez, va-t'en, sac pourri !» T'en as un autre qui dit « Sac pourri qui pue !» Encore un autre qui dit « Qui pue la patate !» Et puis t'en as un qui est en train de partir de la pièce et qui dit « Sac à patate !» Et donc dans la dernière case, t'as juste un gros plan sur le mec du comptoir qui dit avec un grand sourire, tu sais, il a l'air tout content et il dit juste sac à patate qui pue la patate. Alors là, Voilà. sac à patate qui pue la patate. Alors, sur le moment, au début, j'étais partie sur Astérix, tu vois, presque, avec tes Ouais. histoires d'auberge, tout ça. Uh-huh. Euh, J'ai un dernier indice à te donner. euh, Alors, vas-y, donne-moi ton indice. Tous les personnages, sauf le personnage qui est dans le sac, sont des lapins anthropomorphiques. Oh, bah... bah, ça, pour le coup... Est-ce que j'en ai déjà parlé? Oui, t'en as déjà parlé, oui. C'est Donjon?
Oui, C'est Donjon et c'est du Lewis Trondheim. c'est ça. Ok, bon C'est bah... le tome 2, je crois. Ok, et tu sais que je les ai pas lus, Le tome enfin 2. je les ai pas lus de bout en bout, mais Ouais. c'est une esthétique et un humour Enfin ça va, ça me va bien. Ça te va bien. Bah voilà, je pense que... Je trouve qu'on a quand même été assez performants par rapport aux extraits de livres, alors que moi je pensais que ça allait être extrêmement difficile Ouais. de se décrire de la bande dessinée, et finalement t'as quand même trouvé Spirou, tu as trouvé Gaston, Ouais. j'ai trouvé Donjon. Ouais. Finalement, tu vois, d'avoir réussi à se faire deviner, je trouve que c'est J'avoue. pas... Enfin, Mais voilà. ça en dit long sur le pouvoir évocateur de la bande dessinée. Oui, quand même. Et sur le... On a quand même des motifs en tête. Tu vois, toi, tu me dis que t'as pas lu Gaston, mais quand je te mets Fantasio en colère et puis le livre Petit chimiste, Ah ouais, c'est reconnaissable entre mille, ouais. voilà, t'as quand même des évocations qui viennent tout de suite. Et pareil, moi, j'ai pas lu Moebius, mais je comprends ce que tu veux me dire. Est-ce qu'il y avait quelque chose dont on n'a pas eu le temps de parler cette fois-ci et que tu voulais quand même caser Oui, avant que des mois se passent avant la prochaine émission consacrée à la bande dessinée? voilà. Bah, moi, j'ai toujours envie de caser un truc à la fin parce que j'ai toujours envie de parler de plein de choses. Et moi, on n'a pas parlé de... Comment parler de bande dessinée? Moi, il y a une bande dessinée que j'ai envie de conseiller qui s'appelle la bande pas dessinée. Ouais. Bon, c'est difficile à caser dans le développement, mais alors c'est Navo qui a fait ça, c'est celui il travaille beaucoup avec Ken Kojandi. Il a fait notamment Ok. la série Bref et la série Bloquée. Ok. Et Oui, il a oui. aussi écrit plusieurs albums de bandes dessinées pas dessinées. Enfin, c'est la bande pas dessinée, ou c'est juste du dialogue. Alors, en général, c'est des blagues assez débiles, hein, faut pas se mentir. La bande pas dessinée, alors si je dois donner un exemple, vraiment, je clique au hasard sur Google. Ouais. Alors non, ça c'est un peu vulgaire. Alors attends, j'en choisis une quand même, tu couperas. Hein. Ah voilà, première case, c'est une case vert moyen. Chérie, j'ai quelque chose de grave à t'annoncer. Donc c'est juste une bulle. Ouais. Hein. Ouais. De quoi? Eh bien, deuxième case, c'est un autre fond vert. Ouais. Je vais changer de sexe. Mais c'est génial. Ah bon? Tu vas en prendre un plus grand? Et voilà, c'est fini. Et c'est que des trucs comme ça, c'est que des fonds colorés avec des bulles dessus. Et Ouais. ça marche toujours sur 3-4. Ok. Voilà, une récente étude sur les hommes de petite taille a démontré qu'un 1 sur 2, c'est plus grand. Et voilà, et c'est que des blagues. Mais oui, c'est ça, en fait, c'est limite. Ça a pas besoin d'être dessiné, mais. Ça met en échec tout notre développement sur le statut de la bande dessinée comme continuation de la tradition du dessin. Oui, voilà, mais moi ça me fait beaucoup Là, rire pour le qu'il y ait coup, c'est vraiment l'humour, en fait. Voilà, ça me fait beaucoup rire qu'il y ait quelqu'un qui se soit amusé à faire une bande pas dessinée. J'avoue. Donc voilà. Alors, moi, j'ai envie de parler des éditions Falbalab. Tu le dis bien. FLBLB, Falbalab, je sais pas comment ils veulent qu'on les prononce, en fait. Que j'ai connu, en fait, plus ou moins parce que j'ai des amis qui ont fait les Beaux-Arts d'Angoulême, donc parmi leurs amis, il y a eu des gens, évidemment, qui sont devenus des auteurs de BD. Et récemment, j'ai vu Saison des Roses de Chloé Vary, qui parle de foot féminin en banlieue, qui a pas mal percé cette année, je crois, et qui a l'air assez cool, assez chouette. C'est des dessins, là, la couverture, le personnage me fait penser à du Frida Kahlo, mais en bande dessinée. Et Robin Cousin, qui a fait plusieurs bandes dessinées, mais des milliards de miroirs, ça avait l'air. J'avais vu passer des extraits par les partages parce que je le connais aussi, et donc ça partageait sur les réseaux sociaux, et j'ai trouvé que ça avait l'air vraiment chouette. Donc allez regarder ça. Ah oui, je vois. Là, je regarde la couverture des milliards de miroirs, c'est très beau. Enfin, Ouais, voilà. le dessin est effectivement attrayant. Voilà. Et je vois que ce sont les éditions. Ok. Falbalab. Je pense que c'est ça. Hein. C'est bien parce que tu sens qu'ils ont Falbalab. choisi un parti pris cool pour qu'il soit diffusé en radio, à la télé. Exactement. N'hésitez pas à acheter chez Falbalab. Je trouve que c'est un parti pris marketing particulier. Effectivement.
Et ben voilà, je pense que c'est ici que se termine notre aventure, non? Bah oui. Alors j'ai envie de rappeler à tout le monde que le bouche à oreille pour Nos langues dans ton oreille c'est primordial, mais ça marche déjà pas mal. On a eu un gros afflux là. Je pense que la page Facebook ça a été une très bonne idée La tienne? puisque la nôtre puisqu'on je sais pas, j'ai l'impression que voilà, on est de plus en plus écoutés, donc ça fait plaisir, mais évidemment, n'hésitez pas à parler de nous en fait si vous aimez ce qu'on fait. N'hésitez pas à nous écouter quand vous voulez. Ceux qui ont Twitter, j'attends, j'attends qu'on nous suive. Mais effectivement, pour des petits suivis du type les bizarreries d'Albert Cohen. Trouvé par Isabelle, c'est toujours sympa de pouvoir avoir un suivi et donc on vous attend sur Facebook, NLDTOP Pod, sur Twitter c'est pareil, et puis si vous pouvez avoir un compte iTunes et nous laisser une review ou juste une note sur Apple Podcast, là ça c'est le top du top quoi. Voilà, je sais pas ce que t'en penses Isabelle. Bah moi je suis tout à fait prête à diffuser des cases avec des pénis de boulet. Très bien. Sur la page Facebook effectivement, et puis à avoir les retours et les conseils de ceux qui pourraient passer de lecture. Donc voilà. On est très preneurs. Et alors, justement, hormis la page Facebook, si vous êtes plus mail, c'est nos langues dans ton oreille @gmail.com. Faites les accords comme il faut, singulier et pluriel. Et ça devrait le faire. Bah parfait. Bah on leur fait des bisous alors. Des bisous et des léchouilles dans les oreilles.